à faire ce topo sur les toxidermies sévères, qui j'espère ne sera pas quelque chose de vécu comme trop confidentiel, parce que finalement, l'un des objectifs est bien sûr de montrer que n'importe quel réanimateur peut rencontrer ces maladies plus ou moins rares qu'on va évoquer. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. On va partir du principe général de la 7e défaillance, qui est la défaillance cutanée aiguë. Puis ensuite, on va parler de la maladie principale, qui n'est pas une brûlure, qui entraîne cette 7e défaillance, qui est le syndrome de l'aïeul. Et puis, on dira quelques mots d'autres toxidermies à la fin. Alors, d'un point de vue épidémiologique, en quelques mots, on n'a pas beaucoup d'informations sur la fréquence des admissions en réanimation de patients pour des raisons dermatologiques. Et cette étude est l'une des rares qui a essayé d'évaluer ça. Et vous voyez que ça ne représente pas un nombre de patients énorme dans cette étude qui est quand même faite sur quasiment 200 centres sur 10 années en Grande-Bretagne. Les auteurs estimaient que 0,5% des admissions en réanimation étaient faites pour des motifs dermatologiques, ce qui représentait 2 admissions par réanimation et par an, mais des patients qui avaient une mortalité importante de 28%. Et vous voyez que la première cause était infectieuse, ce sera l'objet du 2e topo, et venait ensuite la nécrolyse épidermique toxique. Alors cette défaillance cutanée, elle a été étudiée depuis bien longtemps et vous voyez que dès les années 50, ici chez des enfants brûlés sur la côte est des États-Unis, on avait déjà établi une corrélation entre la surface de peau brûlée et le pourcentage de décès de ces jeunes patients. Et c'est cette association entre l'étendue de la peau lésée ou brûlée en l'occurrence et le pronostic qui a justifié la classification en 3 stades du syndrome de l'aïeul. Moins de 10%, on parle de syndrome de Stevens-Johnson. Plus de 30%, c'est la nécrolyse épidermique toxique ou l'aïeul. Et entre 10 et 30, on parle de syndrome de chevauchement. Mais c'est la même maladie d'un point de vue histologique. Alors, quelles sont les conséquences physiologiques de cette défaillance cutanée aiguë? D'un point de vue hémodynamique, ce sont les conséquences d'une vasodilatation cutanée étendue, avec l'augmentation majeure du débit sanguin cutané, qui passe de 0,5 à 1 litre minute physiologiquement, à parfois jusqu'à 10 litres minute dans les cas extrêmes. S'ensuit de façon adaptative une augmentation du débit cardiaque. Bien évidemment, il y aura des troubles hydroélectrolytiques proportionnels à l'étendue de surface cutanée atteinte qui peuvent entraîner des pertes hydriques qui vont aller jusqu'à 5 litres d'eau par jour, voire parfois 10 litres d'eau par jour, qu'il faudra bien entendu compenser avec des troubles métaboliques associés. Enfin, et de façon évidente, la perte de la fonction barrière de la peau entraîne une augmentation des infections, on va y revenir. Et puis, il existe aussi un phénomène d'immunodépression post-agressive lié au CIRS, lié à des cytopénies qu'on voit au cours du syndrome de l'aïeul en particulier. Et enfin, la thermorégulation est altérée. Et cette altération de thermorégulation entraîne un hypermétabolisme secondaire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une altération de la thermorégulation? Premièrement, la peau laisse fuir la chaleur, évidemment, par radiation et par convection. On a vu qu'on pouvait perdre 10 litres d'eau par jour. Il faut imaginer que chaque millilitre d'eau perdue emporte de la chaleur. Donc quand on perd 10 litres, ça représente énormément. Et ceci est d'autant plus vrai que les patients sont fébriles. Or, compte tenu du CIRS associé à cette maladie à la phase aiguë, ils ont toujours 40 en plateau, donc le thermostat central est au maximum. Le lien entre défaillance cutanée et augmentation du métabolisme a été bien étudié chez les brûlés. Alors, je ne sais pas si la flèche fonctionne, mais vous voyez en tout cas sur ce schéma en abscisse le pourcentage de peau brûlée de 0 à 100. En ordonnée, vous avez l'augmentation relative du métabolisme basal. Et vous voyez que si vous prenez la courbe du haut, quand la température dans la pièce est de 22 degrés, c'est-à-dire bien en dessous de la température de thermoneutralité chez un patient qui n'a plus de peau fonctionnelle,
laquelle il existe une augmentation linéaire entre l'augmentation de la surface cutanée et l'augmentation réactionnelle du métabolisme basal. Et de manière intéressante, quand on augmente la température dans la pièce, jusqu'à 28-32 degrés, on aplatit cette relation, ce qui veut dire qu'on atteint la température de thermoneutralité. D'accord ? Donc ça, c'est une justification pour augmenter la température dans la pièce. C'est non seulement éviter l'hypothermie immédiate, mais surtout freiner cet hypermétabolisme réactionnel dont on paiera les conséquences au bout de 15 jours, 3 semaines de réanimation. Alors, de façon plus spécifique, si on parle de la nécrolyse épidermique toxique, c'est une maladie qui est assez rare, 2 cas par million d'habitants par an en France. Elle est médicamenteuse dans plus de 70% des cas. Le tableau débute 7 à 21 jours après le début de la prise médicamenteuse. Il y a un pic de fréquence dans la 4e décennie, une surreprésentation des patients VIH, et je vous ai déjà parlé des définitions qui dépendent de la surface cutanée. Sur le plan physiopathologique, très brièvement, il s'agit d'une réaction cytotoxique dirigée contre les kératinocytes, donc les cellules de l'épiderme. Les lymphocytes CD8 ont un rôle prépondérant. Des relations entre certains phénotypes HLA et certains médicaments ont été établies, en particulier chez les Asiatiques. Si on a l'HLA B1502, on est quasiment sûr de faire un LAIEL à la carbamazépine, justifiant dans certains pays le dépistage systématique de ces phénotypes avant de les prescrire. D'un point de vue histologique, le LAIEL, c'est la nécrose des kératinocytes qui entraîne le fameux signe de Nikolsky. Et de manière importante pour les diagnostics différentiels, l'immunofluorescence directe est négative. Donc voilà les médicaments principaux à l'origine du syndrome de LAIEL, les sulfamides, le Bactrim, les antibiotiques bêta-lactamine, quinolone et de façon importante les anticommiciaux barbituriques, carbamazépine, phénitoïne et les AINS de la famille des oxycam. D'un point de vue clinique, ça débute de façon très stéréotypée, toujours par une mauvaise grippe, syndrome pseudogrippal, fièvre, céphalée, auxquels vont apparaître rapidement des signes d'atteinte muqueuse atypiques par leur caractère très douloureux, une odynophagie, des brûlures oculaires, qui vont eux-mêmes justifier la prescription d'un certain nombre de médicaments. Et il faudra faire la part des choses entre ce qui a été donné pour les symptômes du LAIEL débutant, des médicaments qui précédaient et qui sont donc imputables. Secondairement, environ 48 heures après les premiers signes, apparaît l'éruption maculo-papuleuse qui prédomine au niveau du tronc et qui va se distribuer ensuite de façon centrifuge avec le fameux signe de Nikolsky, voire dans les cas un peu plus francs, un aspect de décollement dit en linge mouillé qui parle de lui-même. L'atteinte muqueuse est présente dans 90% des cas, il faut la rechercher sur toutes les muqueuses. Et je n'entrerai pas dans la description des séquelles, mais qui sont après majeures de la prise en charge de ces patients, en particulier les séquelles oculaires, mais il existe également des séquelles esthétiques cutanées, des séquelles fonctionnelles, syndrome sec buccaux, respiratoire, etc. En 2 mots, pour que ce soit un peu plus parlant, un jeune homme de 18 ans, une urétrite non documentée, le docteur le met sous Bactrim, 1 semaine après le début d'un exanthème, 2 jours après l'exanthème, il est décollé à 30%, il est intubé, transféré chez nous, décollé donc de façon majeure comme vous le voyez, avec cet aspect de décollement en linge mouillé, et puis au niveau de la racine des cuisses, des cocardes dites atypiques qui sont assez caractéristiques. 8 jours après, il y a un aspect un peu plus purpurique de ces lésions, de façon assez typique. Un autre exemple, une femme de 56 ans qui avait un sarcome. On introduit un traitement par Tarceva. Au bout de 10 jours, elle a une éruption qui débute au niveau du tronc, puis qui s'étend. Un Nikolsky, un décollement à 10% qui progresse très rapidement. En 1 semaine, elle est à 100%. Elle développe une défaillance multiviscérale et elle décède dans les 24 heures. Alors, comment doit-on prendre en charge ces patients? Vous voyez que environ 25% de ces patients vont être pris en charge en réanimation. 25% vont avoir des hémocultures positives, 20% vont être ventilés, 20% choqués. Donc les règles générales de prise en charge relèvent essentiellement du bon sens. Évidemment, on arrête le médicament en cause. On corrige les conséquences de la défaillance cutanée en administrant des fluides, en corrigeant les troubles métaboliques. On traite la douleur, on prévient l'hypothermie. Tout ça
est assez évident. Si on regarde ce qui sort des études de cohorte, comme par exemple de cette étude où les auteurs comparaient la prise en charge réalisée dans des centres experts, en l'occurrence de brûlés, et des centres de non-experts, et où les auteurs retrouvaient une différence de pronostic entre les patients pris en charge entre les centres experts et non-experts, on voit que dans les centres de brûlés, les patients étaient plus souvent nourris de façon entérale, et qu'ils recevaient moins souvent des antibiotiques de façon systématique et moins souvent des corticoïdes. Il y a probablement des messages généraux à retirer de ce type d'études et qui ont été répliqués par d'autres études. Donc, en résumé, il faut arrêter le médicament responsable, il faut traiter et prévenir les troubles métaboliques, la déshydratation, les infections, l'hypothermie, la dénutrition, et il faut de façon très importante faire réaliser des soins locaux par une équipe entraînée, non seulement pour prévenir les conséquences infectieuses immédiates, mais aussi pour prévenir les séquelles muqueuses à long terme. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est débrider la peau de façon agressive, parce qu'on fait partir la membrane basale, qui est le terreau qui va permettre la cicatrisation de la peau. Il ne faut pas donner de corticoïdes, il ne faut pas donner d'antibiotiques systématiquement, et il faut nourrir les patients comme on le fait chez nos patients de réanimation, de façon entérale. Alors, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour endiguer ce processus physiopathologique ? Vous voyez que le sujet est malheureusement, l'arsenal thérapeutique est assez pauvre, qu'il y a une revue Cochrane qui avait revu tout ça de façon exhaustive. Il y a une seule étude randomisée contrôlée qui malheureusement aboutissait à une surmortalité du groupe thalidomide en l'occurrence, qui a donc bien entendu conduit à l'arrêt de l'étude. Il pourrait y avoir une place pour la cyclosporine, compte tenu de la réaction cellulaire lymphocytaire CD8 prépondérante dans la physiopathe du Lyell. Une étude ouverte non contrôlée avait retrouvé un effet possible sur la stabilisation des lésions cutanées, mais clairement d'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Alors les complications infectieuses, elles sont connues de longue date dans cette série historique. Vous voyez que 20% des patients qui décédaient en contexte de septicémie à staph doré ou pyocyanique. Pourquoi ? Parce que, comme chez les brûlés, les patients Lyell colonisent leur peau avec un certain nombre de micro-organismes et vont ensuite développer des septicémies aux mêmes germes. Il est important de bien comprendre que la peau lésée va se coloniser de manière dynamique. La première semaine, vous avez des commensaux habituels de la peau, des Gram+, Staph coagnègue, Staph doré. Et puis, au fil du temps, ces Gram+ vont céder la place à des BGN, entérobactéries ou pyocyaniques. On monitorera donc au fil du temps la colonisation cutanée pour savoir où on en est et quels sont les germes présents. Alors, on avait étudié rétrospectivement les septicémies chez ces patients atteints de Lyell. On retrouvait une incidence équivalente à ce qu'on retrouve chez les patients brûlés graves. De manière intéressante, la moitié des épisodes bactériémiques étaient polymicrobiens, avec, vous le voyez, un pic d'incidence qui survenait dans la deuxième semaine après le début des premiers symptômes, qui correspond au pic d'extension de la maladie sur le plan cutané. Quand on regardait les trois types de patients selon la classification qui dépend de la surface cutanée, on mettait en évidence que les patients qui ont un Lyell au sens d'écollement supérieur à 30%, avaient une probabilité plus élevée de devenir bactériémiques. Ça tombe sous le sens, mais en tout cas, ça enfonce le message qui est que ces bactéries proviennent essentiellement de la peau, et ceci était confirmé en analyse multivariée. Quand on regardait la valeur prédictive des cartes bactériennes cutanées, on retrouvait essentiellement une bonne valeur prédictive négative pour le pyocyanique et le staphylocoque doré. En d'autres termes, l'absence de colonisation à pyocyanique ou à staph rendait peu probable le fait de faire une bactériémie à ces germes. Néanmoins, en ce qui concernait les septicémies à entérobactéries, on avait une très mauvaise valeur prédictive négative et également positive, probablement parce qu'il peut y avoir un autre mécanisme de translocation digestive pour ces germes, étant donné que des atteintes digestives spécifiques ont été rapportées. Donc, le message concernant le risque infectieux, c'est bien évidemment que plus on est décollé de la peau, plus on a de chances de faire une bactériémie,
qu'une antibiothérapie probabiliste devra nécessairement, lorsqu'elle est débutée, couvrir les germes présents sur la peau et les entérobactéries, puisque on peut faire une septicémie à entérobactéries même si on n'en a pas sur la peau. Et qu'enfin, il n'y a pas de raison de donner des antibiotiques de façon systématique. Finalement, on fait comme chez n'importe quel malade de réanimation. L'autre caractéristique célèbre de ces patients, c'est l'atteinte respiratoire. 20% des patients, on l'a vu, nécessiteront de la ventilation mécanique. L'atteinte respiratoire peut avoir plusieurs mécanismes. Elle peut être spécifique, c'est-à-dire être en rapport avec une nécrose de l'épithélium respiratoire. Vous voyez ici une muqueuse bronchique qui prend un aspect plissé en goutte. Et à la biopsie bronchique, on a une discontinuité de l'épithélium bronchique. Mais vous pouvez bien évidemment avoir des atteintes non spécifiques, des infections, des œdèmes pulmonaires, etc. Dans cette série prospective, les auteurs avaient réalisé des endoscopies bronchiques systématiques chez les patients qui avaient un tableau respiratoire et ils distinguaient des patients qui avaient un tableau respiratoire précoce, moins de 48 heures après l'admission, chez lesquels ils retrouvaient systématiquement une atteinte bronchique spécifique, 4 sur 10 décédaient, et à l'inverse, des patients qui développaient un tableau respiratoire plus tardif, chez lesquels on retrouvait des complications non spécifiques, essentiellement des infections. Quand est-ce qu'il faut penser à l'atteinte bronchique spécifique? Quand il y a une hypersécrétion bronchique, voire une bronchorée qui peut être majeure, évidemment des signes respiratoires, dyspnée, hypoxémie, et éventuellement une atteinte laryngée. La radio de thorax peut être quasiment normale, peut aller jusqu'au SDRA, et ce qu'on craint le plus, c'est l'atelectasie aiguë par obstruction des voies aériennes liée à des fausses membranes qui peut entraîner un arrêt cardiaque hypoxique. Dans cette série, on avait évalué à la fois le recours à la ventilation mécanique chez les patients atteints de l'aïeul, et vous voyez qu'on avait un pourcentage de 25%, et ces patients-là décédaient dans plus d'un cas sur deux. Et ces patients ventilés mécaniquement avaient une endoscopie bronchique systématique, et on retrouvait une atteinte bronchique spécifique dans environ 40% des cas. Là encore, le fait d'avoir un décollement cutané de plus de 30% était associé à un risque plus élevé de recours à la ventilation mécanique. Quand est-ce qu'il faut ventiler ces patients? Évidemment, quand on a les indications habituelles de recours à la ventilation mécanique. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'un patient encombré, qui n'arrive pas à drainer ses sécrétions trachéales, qui a éventuellement une atteinte laryngée, doit probablement être intubé assez précocement pour éviter la désaturation brutale sur une atelectasie et pour se mettre dans des conditions d'intubation un peu meilleures, ces patients ayant parfois des intubations très difficiles à cause de l'atteinte ORL. Un mot sur les séquelles respiratoires qu'on a évaluées dans cette étude. Vous voyez que finalement, il y a peu d'atteintes obstructives ou restrictives. Et ce qu'on retrouvait, c'était surtout des diminutions de la DLCO chez 40% des patients. Et de manière intéressante, la diminution de DLCO sur les EFR réalisés à distance corrélait d'une manière relativement raisonnable avec l'atteinte cutanée initiale, ce qui suggère que la gravité de la maladie de peau est associée à une atteinte de la barrière alvéolo-capillaire qu'on peut mesurer à distance. Alors, quelques mots sur les autres toxidermies, et je parlerai du DRESS, que vous connaissez certainement. Donc cette toxidermie peut débuter dans les 2 à 6 semaines suivant l'introduction du médicament responsable. Les patients ont généralement une présentation clinique cognée, une altération franche de l'état général, de la fièvre. L'atteinte cutanée est présente dans 80 à 90% des cas sous la forme d'un exanthème morbilliforme, généralement très étendu, de plus de 50% de la surface corporelle. On a également de manière assez caractéristique un œdème du visage qui doit vraiment faire évoquer ce diagnostic. Alors les critères diagnostiques anciens sont les suivants: une éruption cutanée, une hyperéosinophilie ou des lymphocytes hyperbasophiles au frottis sanguin, et c'est là que nous, réanimateurs, nous pouvons être sollicités, une atteinte systémique qui est fréquente, hépatique, pulmonaire, rénale ou myocardique. Et on peut avoir également des adénopathies. Alors, ces atteintes, ces critères diagnostiques ont été formalisés récemment sous la forme d'un score diagnostique qui reprend ces items, je ne m'étends pas plus.
Et donc je vous parlais des atteintes extracutanées du DRESS, et vous voyez que dans les séries de cas publiées, elles sont vraiment au premier plan, avec des atteintes hépatiques qui peuvent aller jusqu'à la greffe de foie, pulmonaire, myocardique. Et quand on regarde sur une série un peu plus conséquente, récente, de 117 patients, vous voyez que non seulement on a une hyperosinophilie supérieure à 1500 dans 80% des cas, que le rash cutané intéresse plus de 50% du tégument dans 80% des cas, et qu'on a une atteinte hépatique dans 75% des cas, rénale un tiers des cas, pulmonaire un tiers des cas. Et à ce titre, les réanimateurs peuvent être confrontés à des formes de DRESS compliquées. Nos collègues de Nancy ont rapporté quelques cas d'état de choc vasoplégique associés à des DRESS. Donc vous voyez, le pronostic était très mauvais, hein, quasiment 50% de mortalité. Et ces états de choc étaient souvent associés à des atteintes hépatiques ou rénales. Alors ces formes graves de DRESS justifient probablement, même si la codification du traitement n'est pas gravée dans le marbre, une corticothérapie systémique. Les patients répondent généralement favorablement initialement, mais il faut savoir qu'il y a un risque élevé de rechute, de corticodépendance et d'infection bactérienne chez ces patients qui vont avoir une corticothérapie prolongée. Le mécanisme de cette corticodépendance, il est très complexe. Il associe des phénomènes de réactivation virale, en particulier à herpès virus. Et il y a d'autres traitements dont la place n'est pas bien codifiée, tels que les IgE/IV. Un mot de la pustulose exanthématique aiguë généralisée, qui est une toxidermie qui est assez flamboyante, très brutale. Les patients sont fébriles, ils peuvent avoir une hyperleucocytose marquée, 50 000 blancs parfois. Volontiers secondaire à une prise d'antibiotiques qui peut survenir dans les 24 heures suivant l'exposition aux médicaments et qui, rarement, va entraîner une atteinte systémique, hépatique, rénale ou pulmonaire, mais qui généralement est de bon pronostic quand on arrête le médicament responsable et qu'on met le patient sous dermocorticoïdes. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu que les toxidermies pouvaient poser des problèmes réels de réanimation, même si les formes les plus graves restent rares. Le réanimateur doit avoir au moins entendu parler du syndrome de l'aïeul et ne pas hésiter à transférer les patients vers des centres de référence, finalement pas tant pour la prise en charge médicale que pour la prise en charge paramédicale, qui est lourde, spécialisée et très importante pour prévenir les séquelles à distance. Dans le DRESS, le message, c'est rechercher les atteintes viscérales et attention à la rechute. Et dans tous les cas, le premier réflexe est bien évidemment d'arrêter le ou les médicaments potentiellement imputables.